Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. La démission, c'est un nouveau chef de gouvernement qui est censé avoir été intronisé. Et là, cette reconduction me paraît tout à fait l'image de l'Algérie, du statu quo, de cette élection qui n'a servi à rien, juste à faire passer une formalité où on reprend les choses telles qu'elles étaient avant. Il a rappelé le temps que Bouteflika a mis pour nommer un nouveau ministre en 1999 et même en 2009, c'était jusqu'à septembre, ça a traîné. Mais je me demande si la reconduction de celle-là n'est pas provisoire. Parce que le provisoire va durer combien? C'est ça la question. Tout est provisoire. Tout à fait, oui, au niveau informel. Parce que si on se réfère à son discours, il parle de changement, de réviser la Constitution en profondeur. Est-ce que celle-là n'est pas chargée, ne sera pas chargée de conduire des affaires courantes jusqu'à ce que les choses se clarifient et qu'il se rapproche un peu de cette opposition éventuellement qui voudrait prendre part au gouvernement? J'imagine d'ailleurs, comment il s'appelle, un des candidats, Belaïd a dit nous sommes prêts à y aller. Peut-être que. Et là je parle d'un. Ce qu'il a fait en 2009 quand il a pris Mohamed Saïd comme ministre. Moi je pense que ce qu'a dit Saïd pour dire que le gouvernement, c'est presque une affaire privée du président Bouteflika. Parce que le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée. Il n'est responsable devant personne, ni devant l'armée, ni devant le Sénat, ni devant aucune institution. C'est lui qui le nomme, c'est lui qui le dégomme, donc qui nomme des intérimaires, et ça devient presque une affaire privée. Ce n'est plus une question qui concerne les Algériens. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un changement de gouvernement? Maintenant, la logique voudrait que oui, parce que la campagne... je ne sais pas comment on met des guillemets quand on parle. La campagne électorale, entre guillemets, c'est une absurdité comme campagne. Mais la campagne électorale a révélé quelques équilibres nouveaux au sein du pouvoir qu'il faut quand même concrétiser un peu partout, notamment au sein du gouvernement. Le gouvernement n'est pas important en soi parce que justement le gouvernement ne gouverne pas, il n'est pas responsable, c'est une équipe de coordination qui doit appliquer le programme du chef de l'État. Maintenant, il y a des postes clés qui peuvent nous donner des clés. On a les affaires étrangères, on a la justice, on a l'intérieur. Là où des affaires de ce qu'on appelle l'État profond sont engagées. Là, ça peut nous donner une lecture sur les nouveaux équilibres. Mais le plus important, c'est, va-t-on vers le maintien du poste de vice-ministre de la Défense? Est-ce que vous ne pas toujours besoin d'une garde armée rapprochée? Parce que c'est beaucoup plus ça. C'est son géré par balle pendant son conseil des ministres. Et est-ce que le général Medine va rester? C'est les questions, à mon avis, qui sont les plus importantes et qui peuvent donner une lecture de ce qui va se passer. Je parlais d'une parenthèse qui s'était ouverte au retour de Barbe-Grasse pour la campagne présidentielle et qui s'est refermée avec le serment. Dans cette parenthèse, le président Bouteflika a été obligé de recentrer très fortement le pouvoir vers lui. Quand je dis vers lui, c'est le lieu, c'est la présidence. Moi, je ne suis pas très d'accord pour dire on ne sait pas qui gouverne en Algérie, qui a le pouvoir. Le lieu du pouvoir le plus important en Algérie, c'est l'institution présidentielle. Maintenant, dans l'institution présidentielle, peut-être que ce pouvoir s'est quelque peu dilué entre la fratrie, avec l'élément nouveau qui est Ahmed Yahya maintenant, qui fait que... Mais il y a eu un mouvement de recentrage du pouvoir. Il y a eu ce remaniement ministériel où il y a 11 ministres qui sont partis, il y en a 11 qui sont arrivés, et dans les 11, il y en avait des très proches de Bouteflika, qui l'ont aidé à passer le gué du 4e mandat. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a besoin de maintenir un périmètre aussi centré sur lui pour engager ce 4e mandat? Moi je pense que c'est un risque, il s'expose beaucoup, donc il est obligé de redistribuer du pouvoir. Comment va-t-il le faire? Vers qui? Selon quel calendrier? C'est la partie du discours a parlé à l'époque, vous avez vécu le terrorisme, c'est Bouteflika qui a arrêté le terrorisme. Donc c'est un thème qui était un petit peu central durant la campagne électorale. On a fait peur aux Algériens. C'est pour ça aujourd'hui, on leur dit on va continuer à faire de la réconciliation nationale, à aller loin dans cette politique. C'est un peu pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure avant de commencer l'émission. Il n'y a pas de programme pour ce 4e mandat. Donc on cherche dans ce que faisait avant. La réconciliation était le thème du 2e mandat, du 3e mandat, et automatiquement on revient encore à ce 4e. C'est vrai que c'est un modèle qui est très réussi, avec des mécanismes précis, qui ont débouché sur quelque chose de très positif. Mais on peut faire sans.
On peut faire sans... il y a un discours qui circule selon lequel il ne peut pas y avoir de réconciliation sans vérité, sans que tout soit connu, sans que tout soit su, etc. Non, le Chili a fait autrement. Le Chili a décidé d'oublier pendant un moment en pensant que la société n'était pas prête, n'était pas mûre pour subir le choc de tout ça et qu'on rouvrira les dossiers plus tard. Donc, c'est une question de timing. C'est quel est l'état de la société, quel est l'état des institutions, comment on peut avancer en faisant pour le mieux. Dire du fils que nous ne voulons pas du fils, pour peut-être avancer. Ce qu'il faut dire pour la comparaison avec l'Afrique du Sud, le 27 avril dernier, l'Afrique du Sud a fêté 20 ans de premières élections libres, démocratiques, où le principe de one man, one vote a été mis en œuvre. Et ce qu'il faut tenir compte dans l'expérience sud-africaine, c'est le fait que la réconciliation, ça a accompagné d'un changement de régime. C'est ça le plus important, ce n'est pas le fils ou XY, c'est le changement de régime parce que c'est un constat que cette crise, cette guerre, etc., a été faite dans le cadre d'un régime et que pour pouvoir en tirer les leçons et avancer, il faut changer de régime. C'est ça l'essence de la réconciliation. Ce n'est pas ramener Ali Belhad, du régime. Ça vient d'être dit par Saïd. On est toujours dans le cadre du même régime et donc il va utiliser les mêmes leviers. Celui de la réconciliation, c'est celle qui a essentiellement à mettre à l'actif de Bouteflika. Et donc, moi, j'ai pas trop envie d'aller dans le détail. Par contre, ce que je veux retenir, c'est la tonalité générale du discours. Moi, j'ai pris le temps de le relire, j'ai fait mes devoirs avant de venir au CPP. Moi, je trouve que c'est le discours d'un président qui a été mal élu, il n'est pas triomphaliste, il n'y a pas de relan hégémonique vis-à-vis de l'opposition ou vis-à-vis de la société. La tonalité m'a quand même assez surpris. Il y a des ouvertures dans le discours. Ce qui va se passer après, c'est une autre chose. Il y a des ouvertures. Il parle d'un nouveau round de discussion avec l'opposition pour la Constitution. C'est la tonalité, non, c'est la tonalité. Je m'arrête à la tonalité. Oui. C'est la tonalité de quelqu'un qui sait qu'il a été mal élu et qui ne peut pas faire n'importe quoi. On l'a révisé une deuxième fois, on a créé une commission pour la réviser, ensuite on l'a oublié, on va faire une nouvelle commission, donc ça ne fait plus sérieux. Pourquoi croire qu'on va réviser la Constitution cette fois-ci et pourquoi faire? Et avant ça, moi j'ai une question j'ai une remarque qui est très simple. Au lieu d'amender la Constitution, il faut apprendre à respecter la Constitution, à l'appliquer, point. Appliquer l'article 88, appliquer la loi électorale, les conditions d'élection d'un président, etc. On va changer la Constitution pour ne pas respecter la prochaine Constitution. Où est la société? On ne la respecte pas. Ce disait Abed, oui. C'est-à-dire on veut faire croire aux Algériens que réviser la Constitution, c'est la solution à tous les problèmes des Algériens, ce qui est totalement faux. On a passé 4 mandats à parler de Constitution. Il faut rappeler, pour les gens qui nous écoutent, que Bouteflika a commencé de parler de Constitution juste après son élection en 1999, quand il a dit clairement que la Constitution qu'il a trouvée en place ne lui plaisait pas. Mais il a pris jusqu'en 2008 pour amender cette Constitution, comme le disait Abed. Après, il y a eu aussi une commission, des consultations avec les partis politiques, et rien n'a été fait. Aujourd'hui, on veut encore un deuxième round de consultation avec les partis politiques, des organisations. Ça va nous prendre une année ou je ne sais combien de temps. Après, pour avoir quoi? Une constitution à quoi? On va revenir aux 2 mandats. Ça existait avant. Pourquoi on l'a enlevé? Pour faire quoi? Le problème en Algérie, comme le disait Abed, et je partage parfaitement ça n'a jamais été dans les textes, c'est dans le respect des textes. On ne respecte pas les textes. Je veux juste faire une petite remarque sur le mot consensuel. C'est un mot que Memphis, comme disait Abed, a fait toute sa campagne sur ce thème, et aujourd'hui Bouteflika reprend. Et on rappelle aussi à nos auditeurs que le pouvoir algérien a trouvé une solution depuis des années, c'est de reprendre les thèmes de l'opposition et les appliquer à sa manière, et les vider de sens, et faire ce qu'il veut par la suite, comme la réconciliation nationale. Aujourd'hui on parle de... c'est le pouvoir. Qui exerce le pouvoir? Comment il l'exerce? Quelles sont les institutions qui exercent le pouvoir? On a dit tout à fait, Hassan disait tout à l'heure que la présidence est le centre du pouvoir. En réalité, elle est la jonction, la seule jonction
réel du pouvoir, ce qu'on appelait nous le pouvoir réel et le pouvoir formel. On a un pouvoir informel qui a besoin, ils ont un souci maladif de la légalité, ils ont un besoin à un moment donné que les décisions soient signées. Et ça, c'est le président qui le signe. C'est ça son pouvoir qu'il a. Aujourd'hui, on a un président qui était cette jonction-là, qui n'est pas... L'institution présidentielle elle-même devient encore plus opaque, plus indéfinie, avec un président qui n'est pas en grande forme. D'où les questionnements vont, c'est-à-dire l'entropie qui touche le système est en train de s'aggraver. L'indice principal, c'est l'incertitude. L'incertitude concernant cette révision et concernant les articles qui sont révisés, parce que même Abdel l'a dit, il est venu chez nous plusieurs fois et il a dit, et il n'a jamais dit la même chose. C'est-à-dire qu'une fois il disait, nous allons revenir sur la limitation des mandats, après il a dit non, il y aura un poste de vice-président, et le dernier discours de M. Senel, c'est l'incertitude concernant le poste de vice-président. Donc dans la révision de la Constitution qui est prévue aujourd'hui dans le programme présidentiel, il n'est pas certain de prévoir la création du poste de vice-président, donc je pense qu'il y a une véritable incertitude. Je pense qu'on va, d'après ce qu'on entend dans les coulisses, qu'on va abandonner cette idée. Pourquoi? Je pense qu'il faut revenir juste avant cette élection. J'imagine qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Il y a eu un conflit entre le DRS d'un côté, le clan présidentiel d'un autre. Est-ce qu'il y a eu un deal ou un passage de force? S'il y a eu un deal, donc j'imagine qu'il y aura un changement à la tête du service de renseignement. S'il n'y aura pas de changement à la tête du service du renseignement, donc il y a eu deal. Le deal, c'est quoi? Ça peut être aussi laisser passer Bouteflika, mais pas pour 5 ans. C'est-à-dire jusqu'à ce que la chaise arrête de rouler, la chaise roulante arrête de rouler, et on refait tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que... Parce que si on met un vice-président, on va continuer les 5 ans. Par contre, si on ne met pas de vice-président, demain, si les choses... si l'état de santé s'aggrave, on arrête tout et on reprend une nouvelle. La société a pu réémerger et jouer un rôle et revendiquer ses droits. C'est des situations où le pouvoir était en crise. Et cette crise du pouvoir n'est pas une mauvaise chose du point de vue de la possibilité de la société de peser. Donc, moi je pense qu'il est très difficile de recentrer encore plus, de concentrer encore plus de pouvoir au président et à la présidence, à l'institution présidentielle. Si on retouche à la Constitution, ça ne peut plus aller dans ce sens-là. Il ne peut y avoir qu'un retour de balancier. À quel moment ça va se faire? C'est très important. On a eu la plus belle des constitutions en février 89, parce que c'est arrivé dans la foulée d'octobre 88. S'il tarde, de mon point de vue, il ne peut y avoir que des montées dans les luttes, et ça se fera dans un meilleur contexte de rapport de force entre la société et le pouvoir. S'ils le font rapidement, et à mon avis, ils ne le font pas rapidement, ils vont faire du rafistolage, mais à mon avis, même à l'intérieur de la bulle, comme tu le dis, ça se fera plutôt dans le sens du retour de balancier vers un peu plus de prérogatives, par exemple le FLN. Je m'attendais à ce que tu nous disais, FLN, ils ont un point de vue, le FLN veut que le premier parti élu soit dans le Premier ministre. C'est un problème à l'intérieur du régime et qu'on peut le régler. Donc moi je pense plutôt à un retour de balancier compte tenu de la faiblesse du président en ce moment. C'est une réponse de type absolument. Voilà. Le fait que, voilà, on a une répression sanglante en Kabylie en 2001. Je note au passage, encore une fois, je ne peux jamais m'empêcher de dire que le général commandant en chef de la gendarmerie qui était à la tête de cette institution au moment de cette répression est toujours en poste. Et voilà, se donne 13 ans après, ça donne un mouvement qui est autonomiste et qui est, moi je peux le dire, qui est dans la direction état extérieure de l'Algérie et qui a des alliances qui sont, eux par contre, posent un vrai problème. Il a des alliances au niveau international, il a une manière d'approcher la question de l'autonomie de la Kabylie qui pose vraiment problème. Et les premiers à en pâtir et à en souffrir, ce sont les animateurs habituels, traditionnels de la radicalité kabyle, MCB, FFS, FCD, chacun sur son registre, le mouvement étudiant, etc., les syndicats, etc., qui se sont débordés. Ils ont laissé faire ce début de semaine, le dimanche 27 avril, le MAC seul. Ils n'ont pas voulu aller à la marche parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était prêt à en découdre. Et ils se sont rendus compte qu'il était capable de mobiliser. Et ça a été chez mes amis de ce mouvement-là un vrai choc. Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui ils doivent remonter la pente et que c'est un autre courant qui a pris le dessus en Kabylie. L'entropie, ça peut être aussi effectivement ouvrir la porte à ce type de réponse, mais ça peut aussi ouvrir la porte à des réponses intéressantes. Il y a un mouvement de redresseur au sein du GTA qui peut déboucher sur un changement, une radicalité là aussi. On peut s'attendre aussi à de bonnes surprises. Faire de la politique, revenir à la politique et ne pas être
tout le temps résigné à l'agenda du système. Sinon, si on est résigné à l'agenda du système, on dit ce pouvoir est fermé, il va faire ses affaires entre les trois pôles dont on a parlé Hamouch, ou de manière beaucoup plus grande entre le capital privé, le capital public, les intérêts financiers étrangers, etc. Donc, c'est déjà des gens font de la politique. Moi, je regarde cette alliance qui est née à l'étranger d'un regard un peu, je vois, Haddam, tabou à l'intérieur. Bon, ça démontre beaucoup plus un désarroi qu'une feuille de route. Mais ce qui se passe au niveau de la coordination des boycotteurs qui parlent de transition, ces approches des personnalités nationales, c'est toujours intéressant. C'est toujours des gens qui peuvent donner des propositions, même s'ils sont face à l'autisme du régime qui ne va pas se poursuivre, parce que le régime, à un moment, sera obligé de les écouter. Donc c'est toujours intéressant de revenir un peu à leur s'entendre, parce que c'est les chefs qui vont s'entendre. La réalité de l'opposition algérienne va au-delà des ententes entre chefs de parti. En l'absence d'une société civile structurée, en l'absence de syndicats forts, puissants, capables de faire pression sur le système pour l'amener à aller vers le changement pacifique, négocier le changement qu'il faut, c'est-à-dire mettre un terme à un régime de prédateurs, un régime corrompu et à des clans qui se partagent la rente et qui délaissent des parties entières du pays dans la misère. Le vrai problème, malheureusement, n'est pas abordé, c'est les questions économiques. C'est les défis économiques de l'Algérie dans un contexte régional et mondial de crise. Ça, on ne l'aborde pas. Justement, on jette des leurres comme ça à travers la révision de la Constitution, qui va avoir lieu, mais dans le sens où le pouvoir veut, dans le rapport de force actuel. Le MAC, qui prend du poil de la bête, pourrait servir le système, puisqu'il a toujours sorti cet épouvantail du séparatisme, de la menace extérieure, etc. Il va l'utiliser en l'absence, tant qu'il n'y a pas une structuration de la société, une structuration forte avec un programme et des directions claires, à ce moment-là, il va exploiter tous ces éléments en sa faveur pour pouvoir assurer sa félicité. C'est quand même d'abord l'œuvre de la politique, pas celui de la société civile. Nous sommes un pays où on considère depuis 20 ans que la société civile a un rôle à jouer qui, à mon avis, n'est pas le sien. C'est l'un des conflits, l'une des grandes divergences politiques. La société civile ne fait pas le changement, c'est les politiques qui le font. La deuxième chose, c'est que nous regardons la situation politique de manière statique. Or, nous sommes dans un pays où ça peut basculer à partir de rien. La phrase du jour a été dite par Haddam, il n'y a pas d'agenda politique en Algérie, l'agenda politique c'est la fiche médicale du président Bouteflika. S'il y a du nouveau sur cette fiche médicale, tout est chamboulé. Vous enlevez le président Bouteflika du pouvoir, tous les équilibres du pouvoir se trouvent chamboulés, les perspectives politiques. Le pays sera obligé d'aller dans une direction, ce qu'il a évité de faire pendant cette élection. Il a évité de faire un choix, en fait, faire l'élection. Si le président Bouteflika est à l'écart, le pays sera obligé de choisir dans quelle direction aller. Il suffit qu'un signe soit donné dans ce sens pour que tout le pays se mette en mouvement. C'est une possibilité évidente pour moi. Donc, le truc, c'est faire sauter la digue qui empêche le mouvement. 6 mois après, on va se retrouver dans une situation qui est totalement différente, à l'image de ce qui s'est passé.